Ça y est, l'UDC a enfin sorti un nom de femme pour figurer sur la liste des papables à la succession d'Uli Maurer. Et on devrait respirer mieux. Mais pourquoi, après tout, un parti qui défend une vision traditionnelle de la femme au foyer devrait-il se faire représenter par une femme? Pour satisfaire qui et quoi? Quelle valeur représentative reconnaît-on d'ailleurs à la femme de droite, dure, surtout dans les milieux féministes et de gauche? Ces derniers ont-ils soutenu la campagne de Marine Le Pen, applaudi à la victoire de Giorgia Meloni en Italie et de Liz Truss en Grande-Bretagne au nom de leur féminitude? Et pourquoi pas? Grand paradoxe d'ailleurs aujourd'hui, chercher la femme à la tête des puissances occidentales depuis le départ d'Angela Merkel, eh bien vous la trouverez très peu et uniquement issue de cette droite conservatrice. Mais que fait la gauche dès qu'elle peut s'affranchir des quotas et le reste des partis politiques? Est-ce qu'au fond les choses ont tellement changé ou bien la politique, tout parti confondu, reste-t-elle encore et avant tout une histoire d'hommes? Eh bien on en parle ce soir dans Le Point. Bienvenue à toutes et tous sur L'Aimant Bleu. Et bienvenue à nos invités, essentiellement femmes ce soir, de très haut niveau et des trois coins de la Suisse et de France. Céline Amodru, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être parmi nous. Vous êtes la vice-présidente du premier parti de Suisse et de loin, l'UDC. Au cœur de ce débat ce soir et des discussions ces temps, vous êtes aussi conseillère nationale genevoise. Céline Vara, bienvenue. Bonsoir. Merci beaucoup à vous aussi de nous avoir rejoints de Neuchâtel, Madame la sénatrice, conseillère aux États vertes du parti qui aurait pu, mais n'a pas voulu disputer ce fameux siège de conseiller fédéral à l'UDC. On vient de l'apprendre hier. Jacqueline de Quattro, bonsoir. Bonsoir. Madame la députée, conseillère nationale PLR vaudoise, ancienne conseillère d'État. Vous avez été en quelque sorte la MAM, la Michèle Alliot-Marie du canton de Vaud, en charge de la sécurité pendant quelques années. Et Rachel Kahn, enfin, bienvenue. Bonsoir Laetitia. Merci infiniment à nous avoir rejoints de Paris. Rachel Kahn, figure de la Macronie durant la dernière présidentielle. Votre dernier livre, Parti de campagne, réalisé en collaboration avec le dessinateur Xavier Gors, retrace d'ailleurs le parcours d'un candidat à l'élection présidentielle. Ça n'était pas Emmanuel Macron du tout, mais un homme, pas une femme, car vous êtes aussi actrice et écrivaine, entre autres talents. Et Philippe, ne pas oublier Philippe Val à l'autre bout de la table ce soir. Notre caution. Homme alibi. Notre homme alibi, un peu potiche. Non, voilà, c'est ça. C'est mon job. Bien. On se sent bien? Bien, oui. Bon, c'est rassurant. Voilà, inversion des rôles. Non, chaque semaine à nos côtés, vraiment. Merci Philippe. Je le dirai jamais assez. Un homme, mais aussi un homme féministe, on peut dire ça? C'est vrai. Ouais. Alors, il ne faut pas s'en vanter parce que ça paraît ridicule, mais c'est sincère. Féministe, en revanche, on ne peut pas vraiment dire que l'UDC le soit, franchement. Est-ce que ce n'est pas un peu paradoxal, justement, de vouloir le faire représenter à tout prix, ou en tout cas de pousser à sa représentation au Conseil fédéral, Céline Amodru? Bon, déjà, votre description de mon parti en disant que la femme est forcément au foyer, je pense que c'est un peu mal connaître mon parti. Je crois que j'en suis la preuve concrète. Donc non, je ne peux pas l'exception telle... vous n'allez pas dire qu'il pousse énormément justement les femmes hors du foyer? Non, mais je crois qu'on est pour la liberté du choix de la femme. Et pourquoi le fait qu'une femme veuille éduquer ses enfants, on devrait la dévaloriser? C'est une façon de dire elle reste à la maison, c'est la dévaloriser, alors que c'est une vraie responsabilité. Et les femmes qui veulent travailler et qui en plus veulent s'engager en politique, j'ai encore également beaucoup d'admiration, mais je crois qu'il faut maintenant juste accepter qu'il y a les libertés de la choix de la femme. Et c'est ça sur quoi on doit se concentrer en tant que politique, de permettre aux femmes d'avoir le choix. Et aujourd'hui, on ne l'a pas forcément. Donc c'est important que l'UDC soit représentée au niveau fédéral. Oui, qu'elle soit représentée évidemment par deux personnes parce qu'on est le plus grand parti. Maintenant, pour ma part, je suis très sensible au fait qu'il y ait une femme, mais je veux surtout que ce soit une personne qui remplisse le cahier des charges du conseiller ou de la conseillère fédérale. Et le fait, en fait, c'est les journalistes qui ont créé cela. L'UDC n'a pas de femme. L'UDC, enfin une femme pour sauver l'UDC. Il y a beaucoup de politiciens pour le dire aussi. Hein. Oui, mais à la fin, une femme. c'est les journalistes
les politiciens qui ont créé cela. Le fait que les femmes disent non, on n'a pas envie d'être candidate, pourquoi ne pas juste respecter cela et se dire que voilà, c'est des hommes, puis peut-être un jour il y a une femme. En 2020, l'UDC avait proposé une femme face à Samuel Schmitt. Certes, ça remonte, mais je crois que les femmes ont choisi librement de ne pas se présenter. Si on pense à Esther Friedli, à Nathalie Ricli, à Madame Magdalena Martoullo-Brocher. Donc, c'était leur libre choix. Et de là, l'UDC a un problème avec les femmes. Non, l'UDC n'a aucun problème avec les femmes. On respecte leur choix. Et on est en train d'inverser les rôles. Et cela me sidère un peu. Ce n'est pas le manque de compétences et le manque de personnalité, c'était un choix des femmes. C'est vrai que néanmoins, toutes les candidates très papables se sont désistées les unes après les autres. Et c'est vrai que c'était un peu particulier. Mais combien même, ce ne sont pas des femmes qui restent à la maison comme vous le décriez. Elles ont fait leur choix. Être conseiller fédéral ou conseillère fédérale, c'est pas quelque chose forcément. Enfin, c'est pas un choix facile. C'est une grosse responsabilité vis-à-vis d'un pays. Et il faut que ça corresponde avec notre vie privée, notre vie professionnelle. Et on va pas y aller juste parce qu'on est une femme. On y va parce que c'est le bon moment pour soi, pour la femme en l'occurrence, et l'important c'est d'avoir de bons candidats. Alors évidemment que je suis ravie d'avoir des candidates femmes dans l'absolu. Maintenant le plus important c'est vraiment que ce soit la bonne personne. Alors ce que j'aimerais savoir justement, Céline Barras, c'est s'il y avait une candidate UDC qui s'était présentée ou qui se présentera à l'avenir, justement au nom de cette féminitude, vous la soutiendriez, vous ? Bon, je crois que ça transcende les questions de genre, en fait. Lorsqu'on cherche un représentant ou une représentante au Conseil fédéral, et je crois que Mme Maboudru le dit assez justement, on aimerait la bonne personne. Alors la bonne personne, bien sûr, c'est une appréciation personnelle et subjective le plus souvent, mais qui est basée aussi sur ses propres sensibilités. Mes sensibilités sont, de fait, peu similaires à celles de l'UDC, de manière générale. Je crois que Mme Maboudru le disait assez juste, j'ai retenu cette phrase, on respecte leur choix à ces femmes de s'engager, on respecte leur choix, l'UDC respecte leur choix. L'UDC est à l'origine de 2 initiatives pour restreindre l'accès à l'avortement, et en l'occurrence pour ne pas respecter le choix, le libre choix de la femme. Et ces positions-là, à moi, elles me posent problème. Donc je ne peux pas voter pour un candidat UDC qui va dans ce sens-là, que ce soit une femme ou un homme. On l'a vu en Italie, Giorgia Meloni, qui est aussi dans cette optique-là de restreindre, par exemple, l'accès à l'avortement. C'est clairement de la répression comme on la voit aujourd'hui aussi aux États-Unis, comme on la voit aujourd'hui en Iran. Ça va à l'encontre de mes valeurs. Alors, j'aimerais vous faire écouter quand même cette séquence, parce que vous disiez justement l'UDC pas du tout anti-femme, etc. Néanmoins, on regarde la séquence justement où Michelle Bloch-Liger, la papable pour l'instant nidwalienne, se déclarait candidate justement pour cette élection. On regarde cette séquence. J'ai beaucoup réfléchi à cette candidature. La famille est au cœur de mes décisions personnelles et professionnelles. Mon mari soutient ma carrière politique et il le fait aussi aujourd'hui. Mon mari soutient ma carrière politique et ma candidature. Jacqueline de Quatreau, ça vous choque pas quand même? Je viens de le noter. Quand une candidate se présente et que la première chose qu'elle fait intervenir, c'est le fait que son mari soit d'accord avec le fait qu'elle se présente. C'est très bien, ça simplifie certainement la cohabitation à la maison et puis le fait d'exercer une fonction très très responsable tout en étant marié. Ça peut aider, hein. Mais que ce soit le critère premier pour se lancer, c'est vrai que ça m'interpelle. C'est pratiquement comme si on avait demandé l'autorisation et que l'homme te dit « Oui chérie, tu peux y aller, je suis derrière toi ». C'est certainement indispensable, mais ça devrait être, je dirais, naturel à un certain niveau de responsabilité. Et je pense que rares sont les hommes qui ont auparavant demandé l'autorisation de la femme, mais peut-être que je me trompe. Je connais d'autres exemples, c'est vrai. Voilà, mais en tout cas, je ne pense pas qu'un homme irait devant la caméra pour dire « j'ai longuement réfléchi, je suis consciente des responsabilités, d'ailleurs ma femme me soutient ». Ça, je n'ai jamais entendu. Non. Après, je ne porte aucun jugement, je me réjouis qu'elle vienne avec un homme à ses épaules. Voilà, mais c'est assez caractéristique d'un certain état d'esprit. Je ne critique ni la personne, ni le parti, ni personne, parce que justement, c'est le choix qui importe. Mais ce choix, il faut qu'il soit donné, que les femmes soient encouragées à se porter candidates et qu'elles soient soutenues lorsqu'elles ont le courage de le faire.
Avant de vous donner la parole, je voudrais faire réagir Céline Maudru. Vous faites souvent intervenir votre mari, justement, face au classique du parti. Vous dites « mon mari m'a autorisé à ça » ou... Non, j'espère que c'est lui qui le dit. Non, je rigole. Mais enfin, moi, je trouve qu'on porte une attention à ce genre de phrases. J'ai entendu beaucoup d'hommes dire « ma famille me soutient ». Et lorsqu'un homme le dit, personne ne s'offusque. Et une femme dit « mon mari me soutient », ben, peut-être on peut se dire qu'il y a beaucoup d'amour entre eux et puis qu'elle est fière de dire... Mais je veux dire, le premier critère avancé... Non, mais je ne dis pas que... On n'est pas loin de dire quand même, mais le voile en moins. qu'on scripte tous les mots d'une femme, ce qu'on ne fait pas avec un homme. Et c'est là où ça me dérange. Mais mon Dieu, cette femme se présente, elle a du courage, et on est en train de dire, mais comme elle s'est mal présentée. Mais elle a dit ça ne va pas. Alors, je veux dire, on est en train de faire le jeu de tout ce qu'on ne veut pas. Et ça me pose un problème. Mon Dieu, on a une candidate femme, on regarde si elle répond au cahier des charges d'une conseillère fédérale, oui ou non, et arrêtons de se dire, mon Dieu, elle a dit, mon mari me soutient ou m'autorise. Enfin, je veux dire, oui, c'est un peu dommage. Pardon, mais ça pose quand même un petit problème. Je ne veux pas me mêler trop de tout ça. Mais si, on vous en prie. Parce que si elle a des décisions, vous faites partie de la discussion. Si elle a des décisions à prendre en tant que conseiller fédéral, qui engage la vie quotidienne ou le pays, etc., et qu'elle attend l'autorisation de son mari pour les prendre, ça... Non, mais là, franchement, on part dans le délire absolu. Non, mais c'est pas parce qu'on présente sa candidature... Ça paraît une blague, mais c'est pas simplement une blague. Non, mais là, c'est dénigrer une personne. L'un après l'autre. La langue trahit quelque chose. La langue trahit... Mais je dis pas ça contre elle, c'est que ce sont des habitudes de langage, ce sont des habitudes anthropologiques, en quelque sorte, dont il va falloir peut-être un jour se débarrasser un petit peu. En France, on a presque un truc inverse. Il y a une grande personnalité politique qui est pressentie avant chaque élection présidentielle pour aller à la présidence. Il a des sondages formidables et il n'y va pas. Il n'y va jamais. Quelques semaines, quelques mois avant, il dit non, j'irai pas. Et sa femme ne veut pas qu'il y aille. Donc, voilà. Mais il l'a jamais dit. Il l'a jamais dit. Mais on sait très bien que sa femme refuse. Elle dit non, si tu fais ça, c'est pas possible. On n'aura plus de vie, on arrête. Donc, il ne se présente pas à la présidence de la République alors qu'il a toutes ses chances en France. Enfin, il aurait eu toutes ses chances. Maintenant, c'est un peu passé. Tu vois de qui je veux parler, Rachel. Tout à fait. Rachel Kahn, justement, de dire effectivement une femme est libre, une femme est une femme. Marine Le Pen, par exemple, en France, on ne l'a jamais considérée exactement comme une femme. On ne l'a jamais défendue comme une femme. On n'a jamais appelé à voter pour elle parce que c'était une femme. Oui, alors je voulais revenir sur la question du langage et la question du singulier et du pluriel. Parce que justement, j'ai entendu beaucoup la femme. Et c'est Lacan qui disait... Lorsqu'on l'a dit femme, on l'a dit femme. Et en fait, c'est très important pour moi d'utiliser un pluriel, et notamment quand on parle de féminisme. Parce qu'en réalité, je pense que le féminisme est un universalisme et un humanisme. Et donc, que quand on est féministe, en réalité, on l'est au pluriel. C'est-à-dire qu'il y a autant de féminisme que de femmes. À mon avis, et que c'est pour ça aussi que c'est très difficile aujourd'hui, on en parlera certainement tout à l'heure, avec ces espèces de dogmes qui se disent féministes, alors même que c'est au fond comme une forme de domination du féminisme qui nous impose tel système de pensée, qui nous impose une victimocratie, etc. Mais je pense que ça sera le sujet d'après. Et pour répondre à votre question, par rapport à Marine Le Pen, c'est ça, c'est sa singularité aussi. Et c'est vrai que ce qu'elle a fait pendant la campagne, moi qui suis pas mariée, avec 2 enfants que j'ai élevés toute seule, donc, je n'ai pas pu demander l'autorisation aussi à moi-même, peut-être, pour faire des choses. Mais effectivement, ça a choqué tout le monde. Ça a sorti au moment de l'élection présidentielle et de ce fameux meeting où elle sort derrière le pupitre, où elle s'exprime en tant que femme, mais dans son intimité de femme. Alors, on va l'écouter, justement. C'est tout à fait l'antithèse de Michel Bleurliger. C'était Marine Le Pen à Reims pendant un meeting durant la campagne. On l'écoute. Et puis, je suis devenue maman. Vite, d'une famille nombreuse, vite, 3 enfants en moins d'1 an. Je prends le pari dans la salle. Des enfants merveilleux, à qui j'ai plus tard dédicacé mon livre, à mes enfants
qui comprendront un jour que le temps que je n'ai pas passé avec eux, je l'ai quand même dépensé pour eux. Aujourd'hui, ils ont compris. Mes enfants, je les ai élevés seuls pendant quelques années. J'ai été une de ces familles monoparentales, comme on dit. Je sais d'abord qu'on ne choisit que rarement cette situation. Je sais la difficulté psychologique que ça représente d'être en même temps le papa et la maman. J'en ai acquis la conviction que la nation devait faire particulièrement attention à cette situation. Parce que ce qui est intéressant avec cette séquence-là, avec d'autres parcours aussi, comme celui de Giorgia Meloni et Céline Vara, c'est que effectivement, ce sont des femmes qui mettent en avant, et le sont souvent aussi, des femmes self-made women qui ont effectivement un certain mérite, en tout cas, à faire ce qu'elles ont fait. J'aimerais justement vous montrer deux exemples et vous demander lequel de ces deux, selon votre féminisme, à vous semble le plus exemplaire. On voit la photo de Michelle Obama et celle justement de Giorgia Meloni. Quel parcours, lequel de ces deux parcours de femmes, si vous deviez encourager vos filles justement à dire, voilà, plus tard, quelle voie suivre, laquelle de ces deux vous servirait davantage de modèle? Bon, je crois que c'est difficile de répondre à cette question parce que ça dépend. Est-ce que je les encourage à suivre ce parcours ou est-ce que je les encourage à suivre ces idées, hein? Je crois qu'on a deux profils extrêmement différents sur les sensibilités politiques. Je dois dire très honnêtement que je suis une grande fan de Michelle Obama. En revanche, évidemment, le parcours de Giorgia Meloni est un parcours impressionnant, il faut le dire. Je crois que lorsqu'on est une femme en politique, à un tel niveau, peu importe la sensibilité politique, on est une femme qui est parvenue jusque-là. Et je peux vous assurer, après plus de 20 ans de politique, que c'est extrêmement difficile. Les barrières sont hautes, les gens qui sont prêts à vous pousser dans le précipice sont nombreux. Et souvent, ça me chagrine passablement de lire, et notamment sur les questions des candidatures féminines au Conseil fédéral, mais est-ce qu'elle est compétente ? Enfin, combien d'hommes ont été élus alors qu'ils étaient incompétents ? Jamais personne ne se pose la question en premier lieu de savoir si cet homme-là, candidat, est compétent. En revanche, c'est la première question qu'on pose aux femmes, c'est la première question qu'on pose aux femmes, d'autant plus si elles sont plutôt jolies, il faut aussi le dire. C'est la première question qu'on pose aux femmes, d'autant plus si elles sont de droite. Et encore plus, je dirais, il y a ce fossé, nous on le vit en tant que romande à Berne, quand vous êtes romande. Et ça, c'est quand même quelque chose à vivre de l'intérieur pour se rendre compte qu'après, le respect que je porte à toutes les femmes qui font de la politique, peu importe leur sensibilité, il est grand, je dois le dire. Mais c'est évident que la politique que veut mener, les idées que veut mener Giorgia Meloni, qui sont à l'extrême droite, qu'elle est quand même à la tête du parti post-fasciste italien, ne sont pas du tout les miennes. Et puis, moi, je déplore qu'elle soit parvenue aujourd'hui à gagner ces élections italiennes, bien sûr. Oui, juste un mot pour rebondir sur ce que disait Rachel sur les femmes et la femme. Parce que ça, c'est décisif. Quand j'étais à France Inter, je me suis battu pour que la journée de la femme devienne la journée des femmes. Et sur mon antenne, c'était la journée des femmes. Qu'est-ce qu'on dirait si on faisait la journée du juif, du noir, de l'arabe? Ça serait un truc hyper... Ah, j'aurais des journées tous les jours. Voilà. Donc, excellent. C'est donc, je trouve ça insultant. Je trouve ça insultant. Ce singulier est insultant parce que c'est une essentialisation. Ça veut dire que toutes les femmes ont un truc en commun, etc. Enfin bon, et qui est une justification inconsciente de l'infériorisation du statut. Donc c'est un truc vraiment pas bien. Alors il n'y a pas que des femmes d'extrême droite qui arrivent au pouvoir. En ce moment, au Danemark, il y a Mette Frederiksen, qui vient de la gauche du Parti démocrate, qui prend des décisions complètement atypiques. Elle est extrêmement créative, si on peut dire, en politique. Même si c'est un peu scandaleux ce qu'elle fait, c'est très important. Je pense qu'elle est à l'avant-garde de quelque chose en Europe. Elle invente une autre façon de faire de la politique. Et je pense que c'est un personnage à suivre parce que c'est un homme politique comme les autres. Un homme, femme, enfin, si vous voulez. Elle a sa créativité, elle a sa signature. Sa signature qui
enfin, qui n'est pas assignable à un sexe. Elle est juste bonne, quoi. Intéressante. C'est ça que je Il faut faire attention à l'emploi de certains qualificatifs. Oui, parce que chez vous, ça veut dire aussi... Oui, oui, chez vous aussi. Chez vous, d'ailleurs. Elle est compétente. En France oui, aussi. enfin, elle est très bonne dans ses fonctions, c'est ça. Mais justement, sur la compétence, il y a un paradoxe. Parce que à l'école, dans les universités, dans les grandes écoles, etc., c'est qu'on voit de plus en plus de femmes, en termes même quantitatifs et qualitatifs, réussir. Et que là, il y a quand même une forme de ce fameux plafond de verre ou plafond d'ovaire qui, en fait, finalement, nous empêche de passer le pas et avec cette question de décrédibiliser dès qu'on le peut sur une histoire de rouge à lèvres ou autre, ou de talons, ou de robes, ou de je sais pas quoi, je ne sais quoi, de femmes à qui, au sein de l'Assemblée, on a eu, je crois que c'était Ségolène Royal à qui on a dit « mais qu'est-ce que vous faites là? Vous feriez mieux de vous occuper de vos enfants » ou des choses comme ça, qui sont atroces. Alors, la situation, effectivement, est dure, hostile à l'extérieur, mais elle l'est aussi à l'intérieur de vos partis. Jacqueline de Coëtreau, on ne vous a pas beaucoup ménagé au PLR. On vous a même mis beaucoup d'embûches. On verra ce qu'il en sera pour cette campagne, peut-être, au Conseil des États. Est-ce que c'est pas un autogol, finalement, de choisir la droite quand on est une femme aujourd'hui pour faire de la politique ? Je pense qu'on choisit un parti parce qu'il correspond le plus à nos valeurs. Moi, je n'ai pas regardé la liste des partis et le programme pour m'engager. J'étais là où je me sentais le plus à l'aise. Pour moi, les questions de responsabilité, tu as utilisé, Céline, le mot choix à plusieurs reprises. C'est quelque chose d'important. La responsabilité aussi, ne pas forcément toujours recourir aux autres, mais être responsable de son propre destin, y compris quand on se prend des gamelles, lorsqu'on affronte des moments difficiles. Ça correspond beaucoup à mes valeurs. Vous l'avez dit, je me suis beaucoup engagée sur les questions sécuritaires, donc je me retrouve là-dedans. Mais aussi, et ça, c'est pas forcément un programme gauche-droite, dans les questions environnementales et tous les développements de la société qui nous attendent avec les défis croissants. Donc je crois que ça, c'est le premier choix. Après, est-ce que la droite encourage les femmes? Non, la droite, elle encourage les plus compétents. Elle essaye de donner la possibilité de se présenter. Et puis après, c'est vrai qu'en tant que femme, on ne nous fait pas de cadeaux. Mais il ne faut pas en attendre. On doit y aller, on doit convaincre, et puis il ne faut pas... C'est vrai qu'il y a de temps en temps des conservateurs qui font des remarques désagréables. J'ai changé tout à l'heure au maquillage avec Rachel pour le rouge à lèvres, parce que j'étais pour la première fois candidate au Conseil d'État en 2006, une année avant d'être élue. Les gens parlaient que de mon rouge à lèvres, parce que j'avais 46 ans, et puis voilà, j'y allais, j'avais un tailleur rouge, un rouge à lèvres rouge, j'étais avocate, j'allais comme ça en audience, et puis voilà, je gagnais quand même. Mais c'était quelque chose qui détonnait. Et puis on m'a dit, mais t'es vraiment le calmer, habille-toi comme maintenant, bien sage. Alors je le fais juste pour être un petit peu décalée. Et puis focaliser là-dessus. Et puis le rouge à lèvres, eh bien, je l'ai finalement mis sur des verres. Je suis vaudoise, donc c'est des verres à vin, avec mon rouge à lèvres dessus. Je dis, ben voilà, vous parlez de mes lèvres? Les voilà. Buvez votre verre de vin blanc avec ça. Et si en plus de ça, vous écoutez ce que ces lèvres ont à vous dire, alors là, je suis comblée. Ça a marché. Je n'avais plus aucun verre. Mais aujourd'hui encore, justement, les mâles de votre parti qui essayent probablement de faire passer Pascal Broulis dans la course au Conseil des États, vous maltraitent, y compris dans la presse, pas des propos très, très agréables. Ça, c'est quelque chose qui vous fait regretter quand même parfois le choix, justement, de ne pas être allé dans un parti plus progressiste comme les Verts? Jamais. Jamais? Jamais. Je crois que ça me coule sur les plumes. J'ai l'habitude, ça ne m'a jamais fait reculer. Je pense qu'il faut savoir où on veut aller, quel est le prix qu'on est prêt à payer. Et puis, nous avons un sénateur qui est assis sur le siège du canton de Vaud, PLR, et aussi longtemps qu'il souhaite y rester. Il aura évidemment le droit et la priorité, donc en aucun cas je le contesterai. Le jour où ce siège-là se libérera, je pèserai sérieusement le pour et le contre pour voir si je veux y aller. Et si je veux y aller, ce ne sont pas des remarques de dessous la ceinture qui vont me retenir. Oui, c'est vrai qu'il faut quand même... moi, ce que j'observe, évidemment, à l'intérieur de la politique à Berne aujourd'hui, c'est que peu importe le parti,
il y a, des rapports de force. Il y a des gens qui ont de la peine à laisser la place aux femmes. Il ne faut pas croire que c'est plutôt l'apanage d'un parti ou d'un autre. Par contre, c'est quand même plus difficile, effectivement, en tant que femme, dans un parti de droite où elles sont moins nombreuses, de pouvoir faire sa place, parce que les hommes qui sont là, ils en veulent de la place et ils ne sont pas prêts à la laisser. Ça, c'est peut-être une première chose. Je dois dire qu'au sein des Verts, l'égalité, la parité, la promotion des femmes dans la politique, c'est vraiment l'ADN du parti. Depuis toujours, on met les femmes en avant. Depuis toujours, on promeut ces candidatures-là. Et puis, ça paye dans notre députation fédérale. On est plus de femmes que d'hommes aujourd'hui. On a de nombreuses femmes qui ont des fonctions importantes en politique et dans le parti. Et d'ailleurs, on fait office un peu d'extraterrestre au Conseil des États, puisqu'on est le seul groupe où il y a une majorité de femmes. Sur 5 élus, on est 4 femmes, 1 homme. Et donc, c'est assez singulier, c'est le cas de le dire. En ce qui concerne ma collègue Jacqueline, elle disait, bon, la droite encourage les plus compétents, mais je dois dire, en l'occurrence, qu'il y a un biais là derrière. Je le disais avant sur les questions de compétences, il y a un biais encore dans l'imaginaire collectif, et plutôt dans l'électorat et les élus de droite, les plus compétents, eh bien, c'est les hommes. Parfois de manière consciente, et puis on est désinhibé, on le dit, certains élus, voilà, et souvent de manière inconsciente. Ce qu'on observe aussi dans les élections, c'est que souvent, les femmes de droite, sur leur propre liste, sont biffées par leur parti. C'est extrêmement violent. Nous, on l'a vécu aussi dans notre canton de Neuchâtel, qui est pourtant un canton extrêmement progressif, qui est le premier canton de Suisse à avoir un parlement à majorité féminine, c'est historique. Le premier parlement cantonal qui a une femme élue, Raymond Schweitzer, en 1960. Et malgré tout, aussi à Neuchâtel, eh bien, les femmes de droite, encore jusqu'à récemment, étaient fréquemment biffées au sein de leur propre parti. Ça, c'est une réalité, oui. Alors, traitement des femmes de droite par la droite, traitement des femmes tout court par la gauche. On continue d'en discuter, il y aura à redire aussi. On continue d'en discuter, ça sera après cette pause. On se retrouve très vite. Le point de retour, la femme de droite est-elle une femme comme une autre? On continue d'en parler dans la perspective évidemment de la succession de l'UDC Uli Maurer au Conseil fédéral. Et on parlait dans cette première partie, en fin de cette première partie justement du traitement des femmes de droite par leur propre parti. Céline Amoudru, le vôtre n'a pas toujours été non plus très tendre avec vous. Non, il n'a pas toujours été très tendre, mais à la fin, je dirais que le plus important, c'est de défendre ses propres convictions. Et c'est vrai qu'il y a des soirs où c'est pas facile, puis on se dit mais est-ce que j'aurais pas mieux fait de me taire? Et à la fin, le lendemain matin, on se réveille et on se dit non, j'ai bien fait de parler. Mais moi, ce que j'aimerais dire, si on parle des femmes de manière générale, la politique ou les femmes politiques, c'est une juste représentation de la société. C'est pas que nous sommes une élite et que nous avons plus de difficultés que n'importe quelle femme. Toutes les femmes dans la société aujourd'hui sont confrontées à un jugement différent qu'un homme, a plus de difficultés d'avoir un haut poste, d'avoir un salaire égal. On parle aujourd'hui de 19% de différence. Donc, je dirais que nous faisons partie d'une élite, on est très chanceux et on ne devrait pas se plaindre. On doit expliquer face à quoi on est pour espérer que ça change chez nous, mais surtout que ça change, je dirais, pour toutes les femmes, parce que il faut quand même réaliser que la plus grosse problématique pour moi aujourd'hui, c'est évidemment l'égalité de la femme, l'égalité salariale et l'égalité sociétale, et évidemment au niveau de la sécurité, où là, il y a des différences qui sont juste inacceptables. Oui, parce que vous êtes un ovni dans votre parti, il faut le dire quand même. Vous êtes à la fois même capable pour la succession du prochain conseiller fédéral Guy Parmelin, qui n'est pas encore parti, mais on pense à vous. Ça veut dire que vous êtes extrêmement bien établi dans le parti. Vous avez la confiance justement de ces vieux mâles dominants de l'UDC, même sus alémanique. Et néanmoins, vous articulez des positions même très féministes. Vous allez jusqu'au quota. Pas en politique, mais dans la vie normale. Et comment est-ce que vous faites pour vous maintenir sur cette ligne de crête? Bon, je crois qu'à un moment donné, il faut être très clair avec son parti, il faut l'expliquer, l'annoncer aux séances de groupe où c'est les séances préparatoires, et puis dire, voilà, là, il y a une divergence, est-ce que c'est l'ADN de notre parti ou pas? Je pense que pour l'UDC, ce n'est pas forcément l'ADN,
Évidemment que si c'était l'ADN du parti et que je ne m'y retrouvais pas, j'aurais jamais choisi ce parti. Si j'adhérais à l'UDC, c'est parce qu'on était non à l'Union européenne, pour plus de sécurité, pour la liberté. Et puisqu'on défend cette liberté et la responsabilité individuelle, je considère que j'ai la liberté de dire je ne suis pas d'accord. Lorsqu'on parlait avant du débat sur l'avortement, personnellement, ça me choque, ça me sidère qu'on puisse revenir sur un tel droit de la femme. Lorsqu'on parle d'égalité, ça me sidère de dire la société va faire les choses alors que j'y ai vraiment cru. Dans mes premiers votes à Berne, je me rappelle, je votais contre les quotas parce que j'étais persuadée qu'on allait donner des signaux. Force est de constater que les signaux n'ont pas suffi. Et le fait que ça ne suffise pas, à un moment donné, ça a réveillé quelque chose en moi. Puis, le deuxième aspect, je dirais, c'est que quand je suis arrivée à Berne, c'était 1 an après mon élection au niveau du Grand Conseil genevois. Donc j'avais peu d'expérience, puis il était peut-être difficile à 30 ans d'oser peut-être prendre la parole, parce que déjà, femme, UDC, romande, bon, ça faisait quand même lourd, je dirais, j'étais assez chargée dès le départ. Et puis à la fin, je veux dire, on prend confiance, on réalise que, voilà, on peut avoir un avis différent, puis que, voilà, même si des fois il lève un peu la voix en plénière parce qu'il faut faire le show, à la fin d'ailleurs il me dit on comprend totalement. Personne ne remet en question mes choix. Les quotas ça les énerve, mais lorsqu'on parle d'avortement, moi je leur dis qu'ils me choquent et c'est moi qui leur rentre dedans. Et puis voilà, je veux dire. Vous leur parlez un langage d'homme en fait. Bah oui, je leur parle comme ils me parlent. À un moment donné, on est 2 êtres humains et je veux dire, on se dit les choses comme elles sont. Et si je ne suis pas d'accord, je leur dis nicht einverstanden, c'est tout. Et puis c'est comme ça. Et puis je suis un Einsager face à eux, comme ils le sont des fois face à moi. Mais ce n'est pas grave. À la fin, l'important, c'est qu'il y ait le débat. Et puis, si on ne peut pas toujours convaincre chez soi, assurons-nous qu'on gagne quand même. Et je dirais que c'est la beauté aussi de la politique suisse, c'est que on peut des fois s'allier avec un parti qui n'est pas forcément le nôtre, et puis gagner, puis on est content, puis le parti... Enfin voilà. Je trouve qu'en Suisse, on est quand même très privilégiés, mais vraiment, je dirais, le débat de fond, pour moi, le débat de fond, pour moi, c'est vraiment la femme dans la société, et pas forcément que nous, l'élite que nous pouvons sembler être pour la population. Rachel Kahn, j'aimerais vous interroger justement sur le fait aussi, est-ce que justement les femmes maintenant prennent un peu plus conscience, vous avez côtoyé le Parti socialiste, même si vous n'avez pas été encarté, mais vous l'avez côtoyé de très près, maintenant vous êtes plutôt dans la majorité présidentielle, est-ce qu'il y a une solidarité Vous étiez d'une frange socialiste qui n'existe plus, oui, voilà. Qui n'est pas représentée dans la NUPES aujourd'hui. Est-ce que cette solidarité, maintenant, les femmes justement entre gauche et droite arrive davantage à créer des ponts, à avoir plus de solidarité sur d'autres bases que partisane. Je trouve que c'est très difficile. Vraiment, et c'est ça me fend le cœur, véritablement, parce que lorsque je vois notamment la manière dont est attaquée Brigitte Macron, sur les réseaux sociaux, avec des fake news abominables, abjectes, des rumeurs, une forme de complotisme, etc. Et j'imagine comment elle peut le vivre parce que c'est véritablement... On dit que c'est un homme, c'est des choses abominables. Et je trouve qu'il n'y a pas eu une solidarité, notamment des chefs de parti femmes autour de la Première Dame. Ensuite, des mouvements féministes. Après, j'ai l'impression aussi qu'il n'y a pas de solidarité parce qu'on ne parle pas de la même chose. Et je voulais saluer, moi, un des textes, justement, féministes que j'ai lu il n'y a pas très longtemps et qui était d'une justesse inouïe, c'est le dictionnaire de Philippe Val, lorsqu'il parle du féminisme et lorsqu'il pose les choses de manière très claire et très nette sur une bataille pour l'égalité des droits. Et non pas cet égalitarisme où chacun y va de son ego, parce qu'aujourd'hui, il y a une frange, justement, de certains leaders politiques qui, au lieu de se battre pour la solidarité et pour l'égalité des droits, sont dans un égocentrisme et sont dans une victimocratie et dans un égalitarisme qui nous fait, personnellement, qui me fait honte. Qui me fait honte. Donc, en fait, elles vont, et notamment, nous, on a un vrai sujet par rapport au voile, notamment, elles vont être plutôt solidaires avec ce relativisme culturel, par exemple, plutôt que d'être solidaires avec des chefs de partis politiques, femmes. C'est vrai, on préfère le voile politique plutôt que défendre Marine Le Pen. Enfin, voilà. Oui, en fait, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire, ça fait bien. Et puis, il y a aussi... tout ce clientélisme politique. Donc pour moi, ça, c'est pas un combat.
Céline Barra, vous vouliez réagir? Je dirais qu'il y a une étude qui a été menée, je ne sais plus si c'est l'année passée ou l'année d'avant, une étude qui a été menée sur l'étude des votes au Parlement fédéral et de savoir s'il y avait effectivement une forme de solidarité féminine qui se retrouvait sur certaines thématiques dans certains votes. Et puis l'étude est arrivée à la conclusion que oui, sur certains sujets, notamment au Conseil national, je crois qu'elle n'a pas été menée au Conseil des États, que c'était le cas. Et puis on sait qu'il y a des thématiques qui sont vraiment, je dirais, propre à la femme, notamment la question des violences conjugales, et sachez que ça fera plaisir à mes collègues que j'en parle. Aujourd'hui, il y a une étude qui a été commandée par l'OMS et la Banque mondiale et qui rappelle que la cause principale de la mort ou des atteintes à la santé des femmes entre 16 et 44 ans, ce sont les violences conjugales. Ça veut dire qu'entre 16 et 44 ans, vous avez plus de risques de mourir sous les coups de votre conjoint que de toute autre chose. 70% des femmes assassinées le sont par leur conjoint masculin. Et ça, c'est une thématique, peu importe la couleur politique, on devrait avoir une solidarité unanime. C'est pas toujours le cas, et moi je le regrette, notamment dans ma chambre des ATA, où certaines de mes collègues de droite sont quand même fortement entourées et mises sous pression, et donc je pense que c'est d'autant plus difficile pour elles aussi des fois d'être aussi forte que Mme Amboudru, comme elle l'a décrit précédemment, et de se dire non, moi je sens pour moi que c'est vraiment ma position et je l'assume pleinement, quand bien même l'ensemble du reste de mon parti serait contre. Et sur cette thématique-là, je pense vraiment qu'il y a une solidarité, il y a une sororité qui s'installe. En tout cas, moi, je la sens. Moi, je suis quand même assez mitigée avec vos propos. J'ai l'impression qu'il y a une solidarité des femmes de droite avec les femmes de gauche. J'entends par là que les femmes de droite soutiennent les textes qui défendent la femme d'un point de vue, je dirais, égalité salariale, où à la base, vous êtes profilé et considéré que c'est un sujet de la gauche, alors que je pense que ce n'est pas, je pense que c'est un sujet de tous les partis. Mais lorsque l'on vient sur l'aspect sécuritaire de la femme, où là, la droite propose des fois des textes, il est très rare que la gauche les soutienne. Et là, moi, j'émets vraiment un regret, et je suis heureuse de vous entendre maintenant. J'aimerais bien que les choses changent, parce que, par exemple, là, je vais vendredi, présenter la surveillance active du bracelet électronique, et j'espère sincèrement que les femmes de gauche soutiennent ce texte, parce qu'on a vu que ça a été mis en place en Espagne par la gauche, et que c'est vraiment une solution absolument essentielle pour la protection. Voilà. Mais pour dire, là, c'est un projet comme ça, mais plusieurs fois, on échoue parce que la gauche ne soutient pas, mais si les femmes de gauche soutenaient, nos textes passeraient. Ah, je confirme. Voilà, c'est juste ce que je voulais dire. Mais j'ai eu plaisir de voir que c'est pas chez tout le monde ainsi. Jacqueline de Quatreau, et que les femmes de droite aussi soient trop sous le joug de leur chef de groupe, hommes, obéissent un peu trop facilement à ce qu'il leur est dit. Non, il n'y a pas de joug. Il ne faut pas non plus prendre les femmes pour des imbéciles. Je crois que elles ont une totale liberté, y compris une provocation, au Conseil des États. Mais j'aimerais bien rebondir sur la thématique. C'est pas du tout mon propos. Non. C'est simplement un constat, chez nous en tout cas, on le voit, parce qu'on en discute évidemment ensuite, avant, ensuite, etc. Et puis on a eu des votes où on a carrément des élus qui ont changé de vote pour que la position du parti soit majoritaire. Quand bien même, et c'était pour certaines thématiques, des thématiques typiquement liées aux droits des femmes. Donc des élus femmes qui changent parce qu'on leur demande de changer leur vote. Je vais juste rebondir sur la question qu'a amenée notre collègue Céline Barra. C'est vrai que j'ai fait ce constat-là. J'ai amené la première loi sur les violences domestiques dans le canton de Vaud, et là je l'ai fait adopter au niveau suisse avec le soutien des femmes de tous les partis, et je m'en réjouis parce qu'on va pouvoir aller de l'avant, donc c'est quelque chose que je connais bien. J'ai pris mon temps pour faire le tour des femmes des partis. Ce n'était pas quelque chose qui était acquis d'entrée de cause, et même la Conseil fédéral a dit on n'a pas besoin d'une nouvelle loi. Une semaine après, quand on les fait passer, elle a été dans les médias pour dire je soutiens la lutte contre la violence domestique. À partir du moment où quelqu'un s'est approprié l'idée, c'est qu'elle va passer. Mais je ne suis pas dans le sens ce que Céline a dit. Elle avait déposé, je me souviens, plusieurs textes pour combattre la violence contre les femmes, et aux surprises, il n'y a pas eu le soutien des femmes de gauche, donc il n'y a pas eu de majorité. Et là, j'étais épatée, parce que c'est des thématiques qu'elle porte elle-même, mais si ça vient de la droite, ou bien peut-être parce que ça vient de l'UDC, il n'y a pas eu de majorité. Et ça, je le déplore aussi. Raison pour laquelle, plutôt que de déplorer, on travaille ensemble, et les textes qu'on dépose, on a l'habitude de faire ça.
On va vers des femmes avec lesquelles on sait pouvoir travailler, avec qui on a établi un rapport de confiance sur les sujets qui nous réunissent. On a suffisamment de thèmes qui nous divisent, c'est pour ça qu'il y a autant de partis. C'est très bien comme ça, c'est représentatif de la population, que cela continue ainsi. Mais nous avons cette force-là, et c'est très souvent sous-estimé par les hommes. Je me suis beaucoup amusée en entendant que je n'avais pas assez de réseaux à Berne. Les réseaux, ils ne les voient pas. Les réseaux des femmes, ce n'est pas quelque chose qu'on affiche. C'est extrêmement puissant. Les questions des violences faites aux femmes, je voudrais juste te dire quelque chose qui est très tarabustant quand on lit ces études qui sont vraiment accablantes, ces chiffres qui sont accablants. On est d'accord que les violences faites aux femmes, c'est un problème d'abord d'éducation. Parce que si on pense que ce n'est pas un problème d'éducation, c'est foutu, on ne pourra jamais rien y faire. D'accord ? Bon, donc c'est un problème culturel au sens large. Et il faudrait savoir, des études fines devraient pouvoir nous dire, et c'est assez compliqué, où ça se produit le plus. Quelles sont les raisons ou sociales, économiques, religieuses. Oui, mais pas pareil. Non. Pas les mêmes chiffres. Non, vraisemblablement pas. Donc, c'est impossible de penser ça. Ça ne peut pas être égal partout. Il y a des milieux où c'est plus que d'autres. Et c'est ça aussi, c'est là-dessus qu'il faut travailler. Ah, mais c'est pas... C'est très important ce que tu dis là. Je suis désolé, mais si on ne veut pas voir ça, on ne guérira jamais les faits, si on ne s'attaque pas à la cause de façon analytique comme ça. Et c'est très gênant et c'est très difficile à faire. Par exemple, en France, il y a des statistiques qu'on n'a pas le droit de faire, les statistiques techniques, ça se discute, c'est un long débat, des fois on est pour, des fois on est contre. Sauf lorsque des représentantes indigénistes nous disent que du harcèlement de rue de la part de personnes... soi-disant dites racisées, ça compte moins que l'homme blanc de plus de 50 ans. Ça, c'est un véritable problème. Oui. Et d'ailleurs, le féminisme, vous parliez de la couleur politique, mais justement, nous, on a une problématique qui nous vient de l'anglophonie, puisque là on est en francophonie, mais cette problématique de l'intersectionnalité qui divise le féminisme blanc du féminisme noir ou dit du féminisme racisé. C'est juste impossible par rapport à nos valeurs universelles. Et c'est un vrai sujet. Et justement, quand on voit l'efficacité, quand on prend un petit peu de hauteur et qu'on regarde quand même, on est frappé par le fait que dans les puissances occidentales, les seuls partis qui laissent la place aux femmes, finalement, ce sont des partis de droite, voire de droite très durs. Mais que fait la gauche, Rachel Kahn ? On peut se demander, parce que il y a ça, mais quand on regarde dans le détail un peu plus, de façon un peu plus fine, on voit Jean-Luc Mélenchon, vieux mâle blanc qui écrase toute la gauche en France, Joe Biden qui... Non seulement ça, mais ce qui est génial avec Jean-Luc Mélenchon, c'est lorsqu'il parle, il a quand même Obono, Autain, Rousseau, toutes ces femmes qui le regardent avec les yeux de l'amour. Bon, Rousseau essaye... Comme si Jean-Luc Mélenchon n'était pas un homme blanc de plus de 50 ans. Donc que fait la gauche ? Mais sur tous les sujets, et notamment sur les questions des droits fondamentaux, au niveau national comme à l'international. Que fait la gauche D'ailleurs, elle a mis beaucoup de temps à s'exprimer sur la crise afghane et encore aujourd'hui, l'année dernière. Elle a mis extrêmement de temps à s'exprimer sur les Iraniennes. Alors moi, je veux bien que se couper un petit bout de cheveux, ça apparaît comme un combat hyper dur en solidarité. Mais bon, on a quand même... Céline Varra s'est coupé une mèche. Non, mais oui, mais peut-être que justement, elle est peut-être... Moi, je l'entends et on s'était vu à Paris. Il y a une cohérence d'ensemble. Et en tout cas, vous êtes quelqu'un qui ne... vous ne changez pas, vous n'êtes pas dans un relativisme culturel qui vous empêche à un moment donné de voir une violence comme une violence. Une violence faite aux femmes, c'est une violence faite aux femmes, ça ne dépend pas de l'auteur de cette violence. Et après, là où on a un problème aussi avec le féminisme de gauche, et là où ça heurte profondément, notamment les juristes, mais tous les citoyens, c'est lorsque le féminisme est une attaque à l'état de droit. Et lorsque nous, on a eu une élue verte qui, finalement, a envoyer une lettre de cachet pour mettre un autre leader politique, Julien Bayou, comme dans une forme de Bastille ou de cachot. Oui, ou de cachot. C'est un problème. On a quand même nos fondamentaux, l'état de droit, etc. Juste dire une chose, c'est que moi j'ai bon espoir qu'une égalité dans les métiers de la politique, dans tous ces métiers-là, que les femmes arrivent à des postes importants, bien qu'ils soient encore très difficiles de légitimer, enfin de rendre légitime leur expertise. Ne grillez pas la conclusion, Philippe. Leur expertise. Non, je veux dire que là où ça va être beaucoup plus difficile pour les femmes, c'est les métiers où on gagne de l'argent.
où on gagne beaucoup d'argent. Alors, les professions qui se sont féminisées, magistrats, enfin, les professions de santé, etc., sont des professions où les salaires ont stagné. Exact. Plus il y a de femmes, plus les salaires stagnent dans ces Médecins, professions. médecins. Et maintenant que ça régresse, il y a beaucoup de femmes dans les facultés. Qui étaient des professions prestigieuses dans la société. Et ce qui est encore interdit aux femmes, c'est les professions où on a de la puissance, où on a de l'argent, où on a les moyens d'agir et des moyens matériels d'agir. Et ça, c'est vraiment très important. Je pense que c'est quelque chose pour lequel il va falloir se battre encore un peu. Les bourses. Mais j'aimerais revenir quand même, rester un petit instant sur cette gauche quand même. Alors, c'est vrai que les Verts sont assez exemplaires. D'ailleurs, en Allemagne, c'est pour ça qu'il y a une ministre, parce qu'il y avait des quotas. Et, ils sont allés jusqu'au bout. Mais partout ailleurs, je citais Mélenchon, je citais Joe Biden, Kamala Harris. On ne sait pas si elle est dans un placard, on ne sait pas, on n'en a plus entendu parler en parlant de femmes à Libye. Et plus près de chez nous aussi, dans le canton de Vaud, ce qui n'est pas Haut-de-Canton, Pierre-Yves Maillard, qui est sur le point de piquer un siège à une femme, Adèle Torrance. Donc dès qu'il n'y a plus de quotas, la gauche, ouf, il y a les mâles blancs, les vieux mâles blancs qui reviennent en courant, sans complexe. Bon. Là, je dirais que c'est, quand on parle de la gauche, on parle de quelle gauche? En l'occurrence, les Verts sont minoritaires. Il n'y a pas beaucoup de partis. Ouais, les Verts sont minoritaires. Et je dirais que c'est compliqué de faire élire l'un ou l'une des siens lorsqu'on est minoritaire. C'est une question de force, encore une fois, peu importe le genre. Mais le constat est quand même que chez les Verts, la majorité de nos élus sont des femmes. La très large majorité des élus sont des femmes. Et vous le disiez précédemment, effectivement, je pense qu'en termes de promotion des femmes, dans les postes élevés, dans les postes où il y a du pouvoir, chez les Verts, véritablement, c'est un objectif en soi. Et aussi parce qu'on a la chance d'avoir le réservoir, si on veut bien, de candidates. Voilà, c'est aussi ça. Mais disons, de manière générale, la gauche, aujourd'hui en Suisse, elle est aussi minoritaire. Le PS perd des voix depuis déjà un certain nombre d'années. Ce n'est pas une raison pour éliminer les femmes. Absolument, j'abonde tout à fait dans ce sens-là. Les ressources sont rares, alors oups. C'est vrai. Et puis le PS a aussi une autre histoire, une histoire bien plus longue. C'est un parti gouvernemental. Il a de nombreux élus, notamment aussi masculins, qui sont là depuis un certain temps. On a vu ce qui s'est passé par rapport aux arrangements dans le parti pour maintenir M. Nordman au national, pour envoyer M. Maillard, vous parliez du canton de Vaud, au Conseil des États, mais ça pose un problème que la jeunesse socialiste a soulevé. Comment est-ce qu'on prépare la relève dans ce cas-là, dans une configuration comme celle-ci? Et je pense qu'il faut y penser. Mais est-ce que là, les quotas, parce qu'on voit quand même, effectivement, les Verts sont un très bon exemple, que quand on met des quotas, ça fonctionne. Ça fonctionne, vous le défendez pour la société civile, pour la politique, c'est hors de question. Mais encore une fois, je suis à la base opposée aux quotas, parce que c'est contraire à mon idéologie, mais j'en deviens forcée, je dirais, au niveau sociétal, parce que je vois qu'il n'y a pas de changement, notamment au niveau de l'égalité salariale, l'accès aux hauts postes. Au niveau politique, je dirais en Suisse, c'est un tout petit peu différent. On est quand même dans un pays où on est des politiciens de milice, où donc on travaille. Et puis, évidemment, je serais heureuse de voir plus de femmes, mais je ne peux pas les forcer à venir sur une liste. Aujourd'hui, je ne veux surtout pas qu'on enlève le côté de milice en Suisse, et force est de constater qu'il est difficile des fois de concilier vie professionnelle, vie politique, vie privée. Mais tout comme c'est difficile pour un homme. Mais pour un homme, c'est normal. C'était normal dans la société si il était moins présent à la maison. Je crois que les choses changent, mais je crois qu'on est aussi l'exemple de femmes ici qui amenons ce changement. Mais pour ma part, je n'ai pas besoin de quotas pour me dire si j'ai 12 places sur une liste, j'aimerais atteindre 6 et 6. C'est clair, c'est mon objectif. Mais des fois, je n'ai malheureusement pas 6 femmes qui veulent se présenter. Donc si je mets le quota et que j'ai que 2 femmes qui disent je viens, j'ai quoi, une liste à 4? C'est dur de défendre justement, de convaincre les femmes de rejoindre l'UDC qu'un autre parti. Oui, alors ça, mais aussi pour un homme. Parce que je dirais que la presse aime nous diaboliser. Il y avait un journal local de Genève qui disait mais comment le PLR et le centre vont s'allier avec le diable. Ouais. Et je suis désolée, je ne suis pas le diable, mon parti n'est pas le diable, on est le plus grand parti de Suisse.
et on aime, parce que souvent, je m'excuse, mais les journalistes sont quand même fréquemment de gauche. Et donc, c'est bien de diaboliser l'UDC parce que comme ça, la droite n'est pas trop forte. Et la mission est complètement accomplie parce que si on voit la situation de Genève, elle est absolument désastreuse. Le bilan de Genève est catastrophique année après année. Chaque fois, on se dit on ne peut pas aller plus bas, mais si, on y arrive encore. Et on ne peut pas dire en tout cas que l'UDC ait un bilan à tirer parce que nous n'avons jamais eu l'honneur d'avoir été au gouvernement. Donc j'espère qu'une fois les choses changeront, mais je pense que si on était moins diabolisé, la droite pourrait effectivement plus gagner. On a vu ce que ça donnait dans le canton de Vaud et de Fribourg, et là, personnellement, je le regrette. On va devoir conclure, malheureusement. J'aimerais juste un mot pour la fin, pour voir si justement on a avancé un peu dans ce débat. Si l'une et l'autre, vous étiez candidate au Conseil fédéral, vous voteriez. Céline Vavra, vous soutiendriez la candidature de Célina Baudru, vous voteriez pour elle? Alors, c'est pas impossible du tout. Je pense que vraiment, Célina Baudru, en tout cas à mes yeux, évidemment, je parle pour moi, pas pour mon parti, mais je pense que Célina Baudru, elle représente vraiment un visage extrêmement progressif, progressiste, d'une droite qui se veut plutôt dure en Suisse malgré tout, mais c'est aussi une figure romande, c'est une femme d'envergure, jeune, qui a effectivement pas froid aux yeux, et pour ça vraiment j'ai beaucoup d'admiration. Je pense que des femmes comme ça au Parlement, c'est extrêmement bon. Elle l'a démontré aussi, au Conseil fédéral évidemment, elle l'a démontré aussi à plusieurs reprises qu'elle est prête à faire des compromis, et au final c'est ça qu'on attend d'un candidat ou d'une candidate, peu importe sa couleur politique. Et j'espère que si on a la capacité de le faire d'un côté de l'échiquier politique, on l'a aussi de l'autre côté. Et la réciprocité, le jour où les Verts lancent un candidat, une candidate peut-être, Céline Vavra. Alors, indépendamment de savoir si les Verts vont lancer une candidate ou pas, il faudrait savoir si les Verts vont avoir un siège. Mais pour ma part... Ça était contenu dans ma question. Aujourd'hui, les Verts n'ont pas de siège, et donc la question se pose pas. Le jour où ils revendiqueront, ils iront avec un candidat ou une candidate. C'est évident que, suivant les candidats, je privilégierai une candidate avec qui je peux travailler et de langue française, parce qu'on n'en a pas. Donc, il n'y a pas beaucoup de choix chez les Verts. Mais c'est évident, parce que non seulement on a le problème du sexe, mais aussi de la langue. Et on voit qu'il faut vraiment qu'on se soutienne. Donc évidemment que le soutien, je pense qu'on l'aura. Parfait. Ça sera le mot de la fin. Les mots de la fin, c'est sur ces paroles qu'on va conclure le point sur la femme de droite, une femme comme une autre, point d'interrogation. Évidemment, en relation avec la succession d'Uli Maurer au Conseil fédéral. Merci infiniment à toutes nos invités et à vous, Philippe. C'est fort de faire le point G pour une émission sur le féminisme. Oui, alors ouais, là, ça tombait bien. Enfin, ça tombe toujours bien. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Mercredi prochain, pas d'émission. Nous, on se retrouve dans 15 jours avec un duel au sommet entre l'auteur du Mage du Kremlin, Giuliano da Empoli, peut-être futur prix Goncourt, et l'ancien directeur du Temps, Eric Oslif, un connaisseur de la Russie, tout juste rentré de Moscou. Il sera évidemment question des figures de Vladimir Poutine et de Volodymyr Zelensky, des coulisses du pouvoir au Kremlin, là où se décide de la guerre et peut-être, qui sait, aussi de la paix. Ce sera mercredi 2 novembre. Notez bien, mercredi 2 novembre à 20h dans Le Point. En attendant, on vous souhaite une excellente soirée et de bonnes semaines à toutes et tous sur Les Monts Bleus.